ça, hein, c'est un peu comme les mécaniciens où les clients ils comprennent pas trop ce qu'ils payent. Enfin, c'est hyper tu vois, toi tu te dis 20 heures parce que tu as la vision de ça va te prendre 20 heures. Le client pour lui c'est une petite modif enfin, que tu vois, c'est censé prendre 2 heures de temps quoi. Donc c'est hyper compliqué pour un client à s'imaginer le travail qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a à faire, etc. Non, il y a des gens qui disent moi j'attends que mes concurrents ils fassent et puis je leur laisse se casser la gueule avec des POC et des projets. Et je pense que en fait là où ce sera double tranchant, mais je pense que les gens qui vont être des pionniers là-dedans vont être ceux qui vont survivre. Je trouvais intéressant pour cette vidéo YouTube de parler d'un projet client. Donc, je sais que c'est quelque chose qu'on a pas mal discuté en off, où beaucoup de gens ne voyaient pas exactement c'est quoi de l'implémentation IA, enfin un vrai projet durable pour une entreprise en interne, comment réduire le processus administratif, etc. Donc, on a un peu discuté d'un projet client que justement on voulait parler. Et on pourra voir ça un peu plus en détail. Je pensais le faire un peu en 3 étapes. Donc, comment vous avez audité ça, comment vous avez fait pour savoir analyser leurs besoins, pour vous dire c'est ça qu'il leur faut et pas autre chose. Dans un deuxième temps, on pourra un peu parler justement sur l'aspect technique pour vous en fait dans ce projet, que ce soit via de l'automatisation. Où est-ce que vous avez mis les briques d'IA? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Où est-ce que vous avez eu des complexités? Surtout, je pense au point de connexion avec leur CRM ou au niveau de leurs données, de la visibilité de leurs données. Et puis un peu après sur la fin, sur la satisfaction, comment ça tourne aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment durable au final? Est-ce qu'on est vraiment passé au-delà des gadgets de l'IA? Donc, je pensais un peu cet épisode comme ça. Je sais pas si peut-être Yann, tu veux commencer. Je sais que c'est beaucoup toi qui t'occupes de la partie d'analyser les besoins, d'analyser les audits. Si juste dans un premier temps, tu veux un peu nous parler du client et puis de ce que vous avez implémenté. Ouais, à fond. Bah, peut-être de manière plus générale déjà, comment on arrive sur ces audits et comment ça se passe en soi. Parce que le mot audit, ça fait un peu peur, tu vois. Audit, il y a un mec qui vient regarder sur ton épaule comment tu bosses et qui valide que tu peux garder ta certification ISO. Donc c'est un mot un peu violent pour, si tu veux, contrôler qu'on fait juste. Et nous, je pense que déjà, ça c'est le premier point. On ne va pas juger le client de comment il fait, tu vois. En fait, c'est plus une observation, c'est de comprendre comment le client il travaille. Écouter, c'est tirer, surtout s'il y a plusieurs intervenants, parce que souvent, tu vois, là, le cas dont on va parler, c'était une entreprise où ça se passe super bien, parce que c'est une petite boîte, eux, ils veulent se concentrer sur la valeur ajoutée, ils veulent automatiser le reste. Donc, quand tu as deux, en l'occurrence, c'est deux cofondateurs qui doivent t'expliquer leur processus, bah, finalement, ils vont te les expliquer de manière très, très franche, très honnête. Ils vont te dire tout de suite qu'est-ce qui ne va pas. Ils ont souvent une vision assez claire de ce qu'ils veulent automatiser. Parce qu'ils doivent gagner du temps. Et chez eux, l'impact, il est direct. Quand tu vas dans une entreprise un peu plus grande, c'est pas si simple que ça. Parce que, bah, premièrement, généralement, c'est un cadre, un manager ou même la direction qui va avoir tous ces trucs d'IA, va avoir tous ces trucs d'automatisation, va avoir toutes ces théories sur la digitalisation de manière générale et va dire à ses équipes, bon bah les gars, maintenant il y a un type externe qui va venir, il va regarder comment vous bossez, vous allez lui dire comment vous bossez et il va nous révolutionner la boîte. Alors je caricature un peu, mais c'est quand même un peu ça. Et là c'est beaucoup plus compliqué parce que quand tu arrives sur place, les gens, forcément, ils ont un peu peur. Parce que si tu vois, tu as quelqu'un qui travaille dans un département où 50% de sa semaine, c'est de saisir des documents dans un logiciel, que ce soit des bons de commande, des factures, peu importe, et qu'il y a un mec comme moi qui débarque avec la casquette IA automatisation, bah, ils sont tout de suite pourquoi tu es là, et forcément, ça accroche un petit peu, et donc ils vont avoir de la peine. Et ça, c'est assez rigolo. Souvent, les gens ils disent, ouais, mais ça me prend. Non, ça me prend pas de temps, ça c'est 5 minutes. 5 minutes pour faire ça. Et puis après, tu te dis, ah ok, 5 minutes, bon, bah, montrez-moi. Puis en fait, tu te rends compte qu'il y a plein d'exceptions, qu'en fait, il y a plein de trucs qui marchent pas, qu'il y a des cas, c'est pas 5 minutes, mais c'est 1 heure, et surtout qu'ils le font 1000 fois, 2000 fois par année. Donc là, si tu veux, il faut rester un petit peu externe. Et en fait, moi, c'est simplement, j'ai la chance justement d'avoir un gros background dans la digitalisation des processus, mais surtout dans les processus. Parce que moi, j'ai fait de la finance, j'ai fait des salaires, j'ai fait des recrutements,
j'ai fait de la logistique, j'ai fait du traitement de commandes. Et donc, je sais, si tu veux, où il faut regarder. Et j'ai un peu comment dire ça, cet étalon de mesure sur ce qui est bien optimisé et ce qui ne l'est pas. Donc moi, bah, je vais un peu regarder, je vais écouter, je vais poser des questions, je vais prendre des notes. Et ensuite, bah, généralement, on va proposer quelque chose. Puis ce qui est important aussi, c'est qu'avec Anthony, on a une vision, il ne faut pas faire de l'IA ou de l'automatisation, parce qu'on y reviendra après. En fait, souvent, maintenant, on utilise aussi l'IA pour construire un socle digital qui était inexistant, et puis avec donc de l'IA pour coder. Et après, on met un petit peu d'IA ou pas même là-dessus, mais ça va déjà simplifier la vie des équipes. Donc, c'est pas toujours de l'IA, mais en tout cas, on ne veut pas mettre de la digitalisation, de l'automatisation ou à la fin de l'IA sur un projet ou un process qui n'en a pas besoin. D'accord? Donc, on essaye aussi de filtrer. On se dit quel est finalement le nombre d'exécutions de ce process par année, à quel point il est standardisé ou pas, à quel point il est documenté, à quel point les outils qui supportent ce process, parce qu'il y a déjà des outils existants souvent, tu vois, tu pars pas de rien. Mhm. Si tu pars de rien, c'est facile. Si tu as des outils existants, bah après, il y a tout un challenge supplémentaire, c'est comment tu t'y connectes. Et qu'est-ce que cette sorte d'entité au milieu va pouvoir faire. Donc ça, c'est vraiment ces phases-là. Et je dirais, bah, effectivement, c'est un peu le feeling. Si tu veux, nous, on a ce feeling de qu'est-ce que la tech peut faire aujourd'hui. Et puis après, moi, j'ai le feeling de comment une entreprise devrait, c'est un petit peu hautain de dire ça, mais comment une entreprise devrait bosser avec une digitalisation, un support digital efficace pour soutenir les équipes et pas leur faire perdre du temps n'importe où. Donc ça, c'est la première phase. Puis après, bah, effectivement, dans des cas plus simples, les gens ils nous disent, bah, moi, c'est ça que je veux automatiser. Et du coup, nous, on fait le lien avec les technologies qu'on connaît, puis on dit, ben voilà, pour faire ça, comment on fait? Et en général, ben, c'est assez simple. On va passer, moi, j'aime beaucoup schématiser avec TLDraw, Excalibur, Whimsical, ces outils qui permettent de visualiser finalement les étapes du processus, qui sont les parties prenantes, donc les gens, qui sont les systèmes intégrés à ce processus. Ben, quels sont les systèmes? Puis après, du coup, bah, c'est une discussion avec Anthony. Voilà. Voilà ce que le client veut. Voilà ce que je lui ai vendu. Comment on Euh, fait? non, mais du coup, tu vois, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ça. Notre force, c'est qu'en fait, on vient du terrain. Et maintenant, bah, on vient aussi du terrain de l'IA et de l'automatisation. Mais on vient avant tout du terrain du métier, tu vois. Et donc, de nouveau, je pense qu'il ne faut pas rêver. On ne peut pas tout automatiser. Et surtout, ce ne serait pas rentable de tout automatiser parce que automatiser des exceptions, ça va te coûter 10 fois plus cher et ça sera de bien moins bonne qualité que si finalement tu automatises ce qui est bien automatisable et que le reste, ma foi, il y a la plus-value humaine parce que c'est une exception. Mhm. Mais justement, tu disais où là on peut amener de l'IA ou de l'automatisation, c'est qu'en fait c'est des processus qui sont déjà très bien faits où les données sont bien visibles. Donc, je veux dire, à quel point en fait t'enlèves réellement du temps, tu vois? À quel point en fait tu te dis, ok, là avec ça, on estime à peu près qu'on va leur faire gagner tant de temps, par exemple. Ouais. Bah, en fait, c'est un calcul assez simple. Tu vois, je prends le cas d'un. Là, c'était automatisation avec un peu d'IA. D'ailleurs, ça ressemble au cas qu'on va présenter après, mais qu'une entreprise, une petite entreprise qui reçoit à l'admin à peu près 5000 commandes par année. Donc, c'est des bons de commande de leurs clients. Alors, si tu veux, dès le moment où la commande elle se retrouve dans le ERP, c'est assez bien fait parce qu'ils ont un bon ERP. Donc, le suivi, si tu veux, il est assez automatisé. Mais le problème, c'est qu'il y a cette première saisie. Il y a un bon qui arrive en PDF. Il faut regarder qui c'est le client, il faut regarder la date, il faut regarder la date de livraison, il faut regarder le numéro de la commande. Il faut tout aller retaper, tu vois. Ok. Et donc là, c'est assez simple. Tu regardes un petit peu, tu discutes, tu dis ah ok, bon aujourd'hui c'est en moyenne 7-8 minutes pour une commande. Pour faire de la bête saisie, hein. Malheureusement, Mhm. c'est, tu vois, faut aller, il faut créer une commande, il faut aller chercher le client, il faut créer le client s'il n'existe pas, etc. Et donc là, tu dis, bon, bah, l'interface de validation, on va la laisser. Donc l'humain sera toujours là pour valider. Il y aura toujours des trucs qui passeront pas, un petit pourcentage. Mais finalement, tu peux t'imaginer que c'est 3, 4, 5 minutes d'économie par exécution. Et donc, tu vois, si je fais 5000 fois 5 minutes, ça fait 25 000 minutes. 25 000 minutes divisé par 60, c'est 400 heures qui sont économisées par année. Si tu prends finalement un coût horaire, encore une fois, ils ne vont pas licencier la personne qui fait ça, ça c'est aussi important pour nous.
Mais par contre, ils vont pouvoir continuer à engranger plus de commandes parce qu'ils ont les moyens de production. Ils vont pouvoir développer plus de clients et ils vont pouvoir rester flat. Et surtout, c'est un travail qui a zéro valeur ajoutée, à part dans le contrôle, de nouveau. Donc, 400 heures, tu valorises ça à quoi? 30 francs, 35 francs, 40 francs même, ça va vite avec les charges sociales. Tu vois, c'est plusieurs dizaines, enfin, c'est plus de 10 000 francs par an, 15 000 francs, 20 000 francs, qui sont finalement économisés en heures de travail. Et ça, c'est le genre de cas parfait. Parce que dès le moment où on passe à 300, 400, je dirais au-delà de 100 exécutions par mois sur un workflow qui est assez connu, c'est intéressant. C'est d'office intéressant. Je veux dire, le ROI, si tu prends l'investissement pour un truc comme ça, le ROI, il est atteint très vite, en moins d'une année généralement. Mhm. Hyper intéressant, je trouve qu'on a un peu tous les éléments sur cette phase-là. Moi, ce qui me venait, après, c'est peut-être pas forcément pour le cas là, mais on peut un peu digresser si jamais. Euh, Ce que j'avais trouvé hyper intéressant et que je trouve qu'on ne met pas forcément en avant, c'est justement euh, l'utilisation du vibe coding pour justement pour des chefs de projet. Je sais que j'avais pu le voir la dernière fois pour vous deux, où je trouvais ça incroyable dans le sens où toi, tu as eu la discussion avec un client, Ouais, ok, tu as analysé les besoins, tu as bien vu ce qu'il leur fallait, tu as vu ce qu'il leur faisait, ce qu'il allait leur faire gagner du temps. Vous vous dites, ok, on va leur créer un petit outil. Ok, je vais le vibe coder. Là, j'ai une première idée. Je peux le faire valider par le client. Et de l'autre ouais, côté, je peux montrer justement à la personne technique, donc à l'occurrence là, Anthony, à quoi ça va ressembler. Et en ouais. fait, c'est Mhm. un gain de temps incroyable. Et je trouve ça étonnant que c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup plus pour le vibe coding, alors que je trouve que c'est typiquement un truc incroyable pour ça. Mais c'est nouveau, c'est nouveau. Je Ouais. dirais que nous, maintenant, on l'a intégré dans notre... on commence à l'intégrer dans notre workflow, de le faire aussi pour ce cas-là, donc cette phase de avant-vente finalement, hein, même. Parce que là, c'est, tu vois, avant, pour chiffrer une offre aussi. Parce que le projet que je te disais avant, tu vois, c'est assez facile. Tu arrives à estimer plus ou moins le temps que ça va te prendre pour faire cette automatisation de commande, une interface et tout ça. Quand tu es dans un plus gros projet, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a tout plein de choses que justement les utilisateurs te disent pas ou auxquelles on pense pas. Et du coup, ici, tu vois, on peut faire cette phase-là où finalement on va travailler avec les utilisateurs finaux parce que c'est eux qu'on doit servir. Déjà, le nom utilisateur, tu vois, c'est un petit peu, c'est des parties prenantes du projet finalement. Et là, tu peux effectivement prendre tous les besoins, tu te mets sur Lovable, sur Cursor, sur Replit, sur Cloud Code, peu importe, et bam, tu codes en temps réel. Et de nouveau, tu ne te soucies pas du code, tu te soucies juste de leur montrer que tu as compris à quoi va ressembler la solution dont ils rêvent. Mhm. Et finalement, tu vois, ça permet tout de suite de lever des problématiques. Ça permet aussi d'enregistrer la séance, donc c'est dynamique, tu vois, c'est plus facile. Tu peux l'enregistrer en audio, ce qui permet après de voir une liste de tous les points qui ont été demandés, qui n'ont pas été résolus en live. Et effectivement, après, pour la technique, ben, ça permet de pouvoir montrer à Anthony, bah voilà, le schéma de données, ça sera ça, voilà les menus qu'il faut, voilà les tables qu'il faut, voilà les trucs qu'il faut, voilà comment on veut faire l'authentification. Et ça, je pense qu'effectivement, bah, on pourra en parler on pourra peut-être dédier un épisode à ça. Je pense que ça pourrait être intéressant de le faire même en live où toi tu nous dis un besoin, Adam, pour ton métier chez nous. Et du coup, bah, on vibe code une solution en très peu de temps pour avoir un prototype, pour un accord de principe si on veut. Mhm. Mais c'est assez nouveau. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony, mais à l'époque, si tu veux, le vibe coding, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 3 mois, ou il y a 6 mois, ou il y a une année. Clairement, je pense qu'il y a une année, si tu montrais le prototype au client, il Oui, signait pas la suite, quoi. il n'y a pas. Ouais. Tandis que maintenant, on arrive, en tout cas visuellement, à quelque chose qui se rapproche très clairement de la finalité et du besoin du client. Et ouais, moi je trouve ça hyper intéressant, en tout cas pour nous, de l'utiliser de cette manière. C'est une vraie plus-value que de montrer au client avant de passer au second step, au second step qui va être le développement final, ben, le résultat qu'il y aura à la fin et surtout lui permettre de faire des corrections avant tout ça. Enfin, tu vois, encore une fois, si tu prends le schéma classique de développement, ben, Yann, tu le connais encore mieux que moi, mais qu'on avait il y a 2 ans, juste pour avoir ce POC, ça prenait 2 mois. Pour avoir des corrections de ce POC et la finalité, bah, tu rajoutais une semaine à chaque fonctionnalité. Enfin, là, on est sur. Tu vois, nous, ça nous prend peut-être 2 jours, 3 jours, une semaine à avoir ce POC. Et encore, hein,
on est presque au stade du MVP. Et ensuite, on a validé réellement les besoins du client. Enfin, je veux dire, d'une fois que ça c'est validé, on a vraiment concrètement ce que le client il veut. Et même pour lui, pour le client final, il y a plus cet aspect oh putain, mais moi dans ma tête j'avais ça, et vous avez pas compris ce que je voulais, et donc ça n'a pas été mis, et donc ça rajoute encore, tu vois, un prix supplémentaire au devis final. Tandis que là, non, ça a tout été cadré dès le départ, il n'y a pas de surprise, la finalité c'est ce que le client attend, c'est ce qui a été validé, le prix, etc. Ouais. Ouais, enfin moi ce que je retiens surtout c'est le gain de temps incroyable là-dessus quoi. Je veux dire Énorme. Mais, ouais, mais au-delà du Mais gain de c'est, temps, si tu ouais, veux, je pense c'est ce que j'allais dire. qu'avant, dans le logiciel, dans le process de création logicielle, développement sur mesure, peu importe, standard, le problème c'est qu'il n'y avait pas de temps qui était passé pour ça, ou très peu. Et justement, c'était bien le problème, c'est qu'à la fin, on livrait, donc tu vois, même dans le développement moderne, hein, tu fais des sprints, donc c'est des itérations, tu Mhm. définis. En fait, tu livrais des trucs et ça repartait en boucle. C'est C'est-à-dire qu'il ça. fallait le replanifier parce que c'était pas bon. Et justement, c'est parce qu'en fait, ça aurait pris le même temps pour faire le POC que pour réaliser réellement le projet. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. donc, justement, je pense que là, on rajoute de la qualité plutôt qu'un gain de temps. Parce que de nouveau, nous, une boîte de deux, s'il fallait passer avant 10 jours pour faire un POC pour une offre à 10 jours de boulot, tu vois, on l'aurait jamais fait. Tandis que là, en quelques heures, on arrive à montrer quelque chose, valider un principe, montrer au client aussi qu'on a compris ce qu'il veut. Et je pense que c'est plus un gain de qualité qu'un gain de temps. Ouais, ok. exactement, je suis 100% d'accord. Un gain de qualité, de confiance aussi avec le client. Bah, c'était aussi ça, hein, c'est un peu comme les mécaniciens où les clients ils comprennent pas trop ce qu'ils payent. Enfin, c'est hyper tu vois, toi tu te dis 20 heures parce que tu as la vision de que ça va te prendre 20 heures. Le client pour lui c'est une petite modif enfin, que tu vois, c'est censé prendre 2 heures de temps quoi. Donc c'est hyper compliqué pour un client à s'imaginer le travail qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a à faire, etc. Bah, ça permet de créer cette relation de confiance aussi, euh, justement sur le fait que je disais avant qu'il n'y aura pas de surprise, que c'est ça qu'on va développer, que ça va se passer comme ça, que voilà, c'est aussi un gage de notre part pour le POC, on t'a pas pris 4 semaines, on l'a fait avec toi, on a pris 8 heures de temps, enfin, voilà, toutes ces choses-là plus que le temps gagné, je dirais. Je te rejoins assez Yann là-dessus. Ouais, c'est ça. Ok. Je pense que c'est important, tu vois. En fait, c'est une vraie révolution si on y pense. Parce on est passé de. À l'époque, le dev, et d'ailleurs, il y a encore des boîtes qui font comme ça. Malheureusement, tu vois, c'est un peu. Je pense qu'à l'État, il y a des tellement gros projets, ça fait 10 ans qu'on en parle. En Ouais. fait, le truc, c'est tellement complexe. Ils prennent tellement de temps dans leur coin à faire des choses, à livrer, qu'à la fin, quand c'est livré, la solution, elle est même déjà outdated. Elle est Ensuite, on obsolète. est passé au développement agile, donc par sprint. Il y a tout plein de gourous de l'agilité avec les méthodes Scrum, etc. Donc là, c'était l'idée où justement, je sais plus ce que c'est le schéma, mais c'est que tu passes pas de quelqu'un à pied à la voiture, tu passes de à pied, en skateboard, etc. Mais tu vas. Donc ça, c'était un peu la philosophie. Et je pense que là, on est dans l'extrême de cette philosophie, puisqu'effectivement, bah voilà, avec Lovable, moi j'ai fait des ateliers aussi avec des cadres ou comme ça, juste pour l'innovation. On peut faire trop de trucs. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant, je pense que ça s'utilise encore très peu pour des prestataires externes comme nous. Par Mhm. contre, à l'interne, Lovable, c'est clairement leur client. Je suis pas mal le fondateur, il disait ils ont plein de grosses boîtes internationales qui en fait vont faire des sprints, des hackathons avec Lovable pour prototyper les solutions de demain. Et en fait, de nouveau, tu vois, tu rends aux équipes non techniques la possibilité de préparer le terrain de ce qu'ils veulent changer au niveau technique. Ok. Ouais, si je reprends un peu ta métaphore, en fait, là, on présente déjà la voiture avec la carrosserie, mais il manque juste le moteur, quoi. Ouais, ouais, en gros, c'est ça. C'est intéressant, effectivement. Donc là, on serait passé un peu justement sur cette première phase d'analyse de besoins, de POC. Donc le client sait un peu à quoi s'attendre. Là, tout est défini. Donc là, on passe un peu sur la partie technique. Moi, la question que je voulais vous poser par rapport à ça, c'est que je sais que toi, Yann, du coup, de base, t'es pas du tout un profil tech, t'as pas forcément de grandes connaissances en code, mais je suis tes posts et puis bah, on travaille ensemble, donc je vois que tu arrives quand même à faire de belles choses sans le code et que tu aimes bien mettre les mains dedans pour des Mhm. projets comme ça. euh,
je veux dire, toi, à quel point tu peux y aller ou à quel point tu vois certaines limites, par exemple? Bon, ben, mais de nouveau, tu vois, moi je pense que c'est hyper important dans mon rôle de bien cerner, bien comprendre. En fait, mon rôle à moi, c'est de faire le pont entre un besoin client que je peux comprendre et la maturité de la technologie, et de ce qui Mhm. est possible. Parce que de nouveau, tu vois, je suis pas un vendeur de tapis, quoi. On vend des solutions sur mesure, c'est quand même assez complexe. Donc pour moi, en fait, si tu veux, le fait d'expérimenter, de tester, ben même, tu vois, on est que deux à faire de la mise en place, du conseil, etc. Du coup, effectivement, ça permet aussi, moi, je peux donner des retours d'expérience à Anthony, mais aussi je peux voir avec le client. Tu vois, là, typiquement, ce matin, on m'a posé la question pour un projet potentiel pour un chatbot RH, enfin une sorte de chatbot avec sur la documentation et tout. Et puis j'ai vu sortir il y a quelques jours le nouveau système qui vient de chez Google, de Gemini, qui en fait, c'est eux qui se chargent de, donc tu vois, là on parle de documents non confidentiels finalement, enfin confidentiels oui et non, parce que c'est des règlements si tu veux bien. Et du coup, ben, ils s'occupent de gérer toute la partie, le pipeline de données, la vectorisation. Enfin, pour ceux qui connaissent le RAG et qui regardent cette vidéo, finalement, c'est le fait de prendre les documents du contexte existant, de l'optimiser, de le découper en tout petits morceaux, de le mettre de manière optimale avec des métadonnées, avec plein de petits artifices autour dans une base de données pour que le chatbot réponde à des questions précises en se basant sur ce contenu. Et en fait, la plupart de ces projets, ils ont échoué parce que les gens ils se sont tous concentrés sur le modèle qui génère et puis la tête du chat, mais ils n'ont pas trop regardé comment ils faisaient leur pipeline de données. Et là, en fait, Gemini, par exemple, ils ont sorti un nouveau truc il y a 6 jours ou 7 jours. C'est eux qui se chargent de tout. Et du coup, toi, tu peux direct construire ton chatbot. Eux, ils se chargent de la vectorisation. Ils font plein de trucs intelligents qui sont rajoutés. Je vais parler dans la technique. Ah, du coup, moi, directement, là, en parallèle de ce que je fais, de ce sur quoi je suis en train de bosser pour la boîte, je suis sur Claude Code et je lance un projet, quoi. Je Mhm. teste. Et du coup, ça me permet, tu vois, si on a ce projet, je vais dire à Anthony, bah voilà, euh, moi j'ai déjà un peu expérimenté ça. De mon point de vue non technique, ça marche bien ou ça marche moins bien qu'un truc classique. Puis lui, il a fait des trucs techniques avec du RAG à l'époque, avec PG Vector, avec tout ça. Et donc du coup, tu vois, ça nous fait une sorte de... Bah, c'est notre R&D à nous, hein, c'est qu'on est obligé de s'informer. Euh, Aujourd'hui, des limites, pour répondre à ta question, je parle trop des fois. Des limites, ouais, bah, il y en a certainement. Après, j'ai plutôt cette approche aujourd'hui en voyant ce que moi j'arrive à faire avec l'IA. Tout est possible. Tout est possible. Après, il faut voir avec quel niveau de qualité puis à quel prix. Donc, si tu veux bien des limites, moi j'en vois pas beaucoup. Ok. Si ce n'est que je pense qu'il faut rester sur des trucs simples qui amènent de la valeur tout de suite, parce que là on peut garantir. Et Mhm. aujourd'hui, on va essayer d'éviter de se positionner sur des trucs où on n'arrive pas à garantir. Enfin, surtout Anthony. Moi, des fois, j'ai plus tendance à dire, bah, vas-y, on s'en fout, on prend le risque, on essaye et tout. Mais c'est vrai ça, c'est un bon garde-fou, Anthony, là, cette vision où quand on s'engage, notre R&D, c'est une chose, mais quand on s'engage envers le client, euh, on doit être plus ou moins sûr quand même de ce en quoi on s'engage, tu vois. À part s'il nous paye pour un truc exploratoire, et là, c'est différent. D'accord. Et justement, Anthony, on arrive là un peu plus sur ta partie. Mhm. Donc, la fameuse usine. Donc, toi, quand tu reçois un peu tout ça, quel est un peu ton processus, peut-être en global, et puis après, on peut en rentrer en détail. Bah après, pour rebondir un peu sur ce qui vient de dire Yann, du coup, euh, on travaille quand même en collaboration, hein, malgré le fait que lui soit pas, enfin, proprement parler développeur, etc. Elle a quand même très très bonne compréhension de tout ça. En fait, moi, ma veille technologique, c'est Yann. C'est ça en fait. Yann, c'est ma veille, c'est lui qui me dit les nouveautés, qui teste, etc. Donc ça, c'est hyper cool. Après, bah moi, je dois faire un choix, tu vois, à travers tout ça, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a 15 milliards de trucs qui sortent à la seconde, et puis si je mets mon cerveau sur tout ça, bah, en fait, je fais rien. C'est un peu frustrant, hein, c'est parce qu'il y a tellement de choses hyper incroyables qui sortent, mais encore une fois, pour rebondir aussi sur cet aspect-là, le problème, c'est que quand on s'engage envers un client,
Lui, il s'en fout bien pas mal de nos problématiques et qu'on a testé un truc qui pour nous allait fonctionner, puis qui, in fine, ça fonctionne pas. Lui, il a posé X argent pour X prestations, enfin, surtout pour un résultat, donc ce résultat, il doit l'avoir. Donc, je dirais, voilà, à travers tout ce bruit, toutes ces choses-là, dans un premier temps, mon rôle, quand on a un projet qui se signe, bah, soit Yann arrive avec un POC déjà et on peut retravailler ça, repartir sur ces bases-là. Mais surtout, je dirais, c'est de cadrer les technos qu'on va utiliser, qu'est-ce qui va être fonctionnel, pourquoi on va utiliser cette techno-là et pas ça, quel modèle si on parle d'IA, enfin, toutes ces choses-là un peu chiantes finalement. Mais je dirais que c'est une grosse partie qui va faire que le projet va bien se passer ou non. C'est en tout cas une étape obligatoire de faire ce travail d'analyse avant même de taper une ligne de code typiquement. Mhm. Mais justement, je trouve intéressant ce travail d'analyse. Toi, comment tu penses, par exemple, à te dire, je vais utiliser ce modèle ou pas? Ou il me semble, tu me dis si je dis des conneries, mais que avant tu passais par pas mal d'outils d'automatisation, mais aujourd'hui tu passes assez par du full code. Pourquoi ce choix-là? En fait, il y a deux questions. Comment je fais mon analyse? Il y a déjà quand même un background qu'on a de un an et demi, 2 ans de solutions qu'on a fait tester. Donc, malgré que tout avance ultra rapidement, on a quand même une vision qui nous fait dire que ça, pas fou, on va peut-être le faire autrement. Et à l'inverse, ça fonctionne bien, on va le reproduire. Et la deuxième question, pourquoi le full code? Parce que, déjà, pour la simple et bonne raison que maintenant générer du code, c'est quand même bien plus simple qu'avant. On parle de Cloud Code, etc. Malgré que j'ai un bagage technique, si on peut s'éviter de passer un mois à taper des lignes de code sur un éditeur, ça m'arrange aussi. C'est beaucoup plus flexible. Enfin, je veux dire, le code, Ouais. c'est aucune limite, quoi. Tu vois, C'est ça. tu parles, j'imagine, de NVTen, etc. NVTen, à proprement parler, c'est du code qui s'exécute. Et moi, j'aime bien dire tout le temps, en fait, plus tu simplifies, et finalement, plus tu crées une dette, pour moi, technique, en quelque part. Enfin, peut-être pas une dette technique, comme les gens vont l'imaginer, mais plus tu simplifies une solution, donc plus elle est accessible à tout le monde, plus il y a des brides, plus il y a des choses qui vont être compliquées si tu veux aller loin dans ce que tu as envie de faire. Elle est Donc en moins fait, malléable. ouais, beaucoup moins malléable. Enfin, le but, c'est pas rentrer dans les détails là actuellement, mais je veux dire, voilà, le code, tu n'as aucune limite, tu fais ce que tu veux. Si tu as une problématique, elle va être vite réglée. Voilà, pour répondre à cette question-là. Si on revient sur le cas dont on parlait, Mhm. moi il y a un truc que j'avais vu, tu me diras si tu me dis si c'est vrai, avec l'IA c'est assez galère de sortir des éléments qui se trouvent sur des PDF. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est bien que tu en parles, vu que c'est le cas, on peut du coup peut-être expliquer un peu le cas qu'on a fait là. Comme ça va un peu peut-être parler aux gens, parce qu'on ne l'a pas encore expliqué depuis avant. Donc là, en l'occurrence, on peut parler du deuxième et troisième projet. Donc c'est un client pour lequel on a déjà travaillé, qu'on a mis pas mal de choses en place. Donc là, on a travaillé sur 2 projets. Un qui était donc l'extraction d'informations sur des polices d'assurance. Chose assez classique, hein. Ces informations, ensuite, on les structure et on les envoie dans un logiciel, disons, un logiciel de gestion. Et la deuxième chose, c'était extraire les commissions à travers, en fait, si tu veux, un assureur donc, qui va signer des contrats pour ses clients et chaque assureur va avoir une commission sur les contrats qu'il a signés. Ok. Un Mhm. courtier. Pardon. Chaque courtier. Chaque courtier, pardon, ouais, exactement. Et donc ces commissions, enfin eux ils reçoivent des décomptes de commissions, par exemple à chaque fin du mois, de l'AXA, de la Baloise, etc., de toutes les compagnies d'assurance. Et ben ça leur prenait un temps fou de venir extraire toutes ces commissions, de venir les insérer à X courtiers à chaque fois pour X police d'assurance, etc. Ok. Donc nous c'est ça, dans un deuxième temps qu'on est devenu automatisé, c'est de se dire on va reconnaître à chaque fois que c'est une commission, le montant de la police, le courtier, enfin surtout au niveau du numéro de police d'assurance, et on va venir faire une liaison, tout ça. Donc déjà, tu vois que c'est 2 solutions qu'on n'a pas fait en même temps, mais qui finalement se rejoignent bien, enfin sont complémentaires, d'où l'importance de faire bien le premier travail, parce qu'en fait, si les numéros de police d'assurance sont mal extraits sur la première solution qu'on a fait, la liaison ne sera pas faite sur cette deuxième solution. Donc on vient se baser sur la police d'assurance. Ok, donc grosso modo, c'est ça. On peut retenir que c'est le fait de venir extraire des informations sur des documents et de venir les insérer dans un logiciel de gestion.
Donc pour répondre à ta question, ça peut être PDF, ça peut être des fichiers Excel, ça peut être peu importe quoi, et ça fonctionne très bien. Ok, et pour toi, c'est quoi un peu les prérequis pour que typiquement un projet comme ça fonctionne? Enfin, déjà avoir peut-être des données structurées, mais est-ce que tu vois autre chose à ce niveau-là? Tout l'inverse, parce qu'en fait maintenant, les LLM justement permettent de faire de l'extraction sur des données qui ne sont pas structurées. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Je vois ce que tu as voulu dire, mais du coup c'est hyper intéressant que tu aies dit ça. C'est qu'en fait justement, ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre un PDF qui est par définition des données pas structurées. Si tu fais un OCR d'un PDF, tu auras un bloc de texte comme ça, donc qui sont des données non structurées, et on va venir avec un modèle, par exemple, venir extraire des informations de ce bloc de texte. On verra j'ai fait de différentes manières dans cette solution. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Et au niveau des prérequis, je dirais que c'est dur à dire, il faut déjà un logiciel ouvert, peut-être, où venir ajouter la donnée, ou du moins qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, venir injecter cette donnée qui est structurée à la fin à un endroit. Hein. Là, c'est leur logiciel de gestion. Ok. Qu'est-ce que tu entends par logiciel ouvert? C'est-à-dire que bah, tu as encore, malheureusement, surtout peut-être dans des domaines aussi comme les assurances, l'immobilier, etc., des grosses compagnies qui ont créé des logiciels il y a 20 ans, ok, et qui sont tout juste maintenus et qui donc sont fermés. Donc il n'y a pas d'API, on ne peut pas venir se connecter à ce logiciel, on ne peut pas venir insérer de la donnée de manière informatique, hein, je veux dire, donc d'un logiciel à un autre logiciel, et on ne peut pas non plus venir extraire de la donnée. Donc ça, c'est un logiciel qui est fermé, donc une automatisation, on ne pourra rien faire en fait. On pourra extraire la donnée. Ouais, vas-y Yann, pardon. Ouais, bah, peut-être pour imager tout simplement, mais Ouais. lui, tu vois, Anthony, il fait ça à brique, donc il va extraire des champs bien précis avec des formats précis qu'il a besoin d'extraire sur les documents. Mais après, par exemple, bah, cette police, on Hmm. veut la créer et la lier à un client qui existe déjà dans une base de données qui est le cœur de la data. Et Mhm. du coup, bah, pour pouvoir lier ça au bon client, qui en fait dans l'autre logiciel représente un ID, un identifiant unique, il faut pouvoir chercher les clients. Et pour pouvoir chercher les clients, il faut pouvoir avoir une API pour aller lire les fiches clients. Et après, il faut une API pour pouvoir créer un objet qui s'appelle police. Exactement. Et du coup, ça, effectivement, comme l'a dit Anthony, bah même je pense que certains, c'est pas parce qu'ils sont pas maintenus, c'est juste que c'est une dette technique dans le sens où c'est encore des outils qui tournent sur des serveurs locaux, donc ils n'ont pas du tout cloud first ou web first, et qui effectivement ont des stacks d'il y a 20 ans, quoi. Très juste. Mais Par maintenu, à quel, j'entends des mises à jour, effectivement. C'est bon. Ouais. à quel point c'est quelque chose, comment dire, à quel point c'est quelque chose de présent, dans le sens, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez souvent dans des boîtes qui ont plus de 20-30 ans, ou même ces boîtes se sont mis à jour, dans le sens où bah, aujourd'hui bah, tout le monde a son CRM sur le web, etc. Je veux dire, à quel point vous voyez des gens qui ont justement ces CRM ou ces outils ouverts et fermés? Bah, c'est quand même dur à répondre parce que j'ai envie de dire d'un côté, c'est quand même de moins en moins le cas. Mais C'est sûr et certain. on a un biais parce que les gens Ouais. qui veulent bosser avec de l'IA, en tout cas ceux qui on a travaillé, c'est souvent des gens qui avaient, si tu veux, déjà une vision moderne de la digitalisation. Et Mhm. donc qui ont, à l'époque, choisi de se moderniser, d'avoir des logiciels dans le cloud, d'avoir des logiciels web modernes. Donc je pense que par rapport à ça, on a un biais. Mais en réalité, moi, pour avoir quand même mon métier d'avant, il y a énormément Ouais, c'est d'entreprises qui ça. travaillent encore avec des pierres et des bouts de bois, quoi. Mhm. Non, mais Mais respectivement, qui ont des trucs lourds installés sur place et tout, et qui en sont très captifs, et qui du coup, ce genre de boîte, pour nous, c'est très compliqué, parce c'est difficile de ramener de la valeur aujourd'hui. ok, donc Exact. c'était aussi, enfin ça revient aussi sur le point dont on parlait aussi dans l'épisode dernier où tu disais s'ils n'ont pas passé cette phase de Ah ouais, digitalisation, Oui. mettre de l'IA derrière, impossible quoi. exactement. Après, je pense quand même, il y a un truc, je sais pas, peut-être Anthony après pourra rebondir là-dessus, mais je pense, moi, ce que je trouve fascinant aujourd'hui, c'est que justement, en fait, avec tout ce qu'on peut faire en IA, déjà, par exemple, le fait qu'on peut prendre une donnée non structurée et la structurer facilement, tu vois, c'est un type me disait, ouais, bon, moi j'ai 15 000 contrats, mais du coup, ils sont scannés. Ah ben, c'est parfait. Alors ouais, ok, ce serait mieux d'avoir une DB où tu as les 15 000 enregistrements avec Mhm. tous les trucs qui ont été saisis par un humain. Mais ce que je veux dire, c'est que moyennant 100, 200 balles de LLM et puis un workflow qui est bien préparé, puis qui tourne, un script qui tourne pendant
une nuit, c'est 15 000 trucs qui sont digitalisés et ils sont numérisés, tu vois. Enfin, ils sont stockés dans une DB. Aujourd'hui, c'est pareil. Créer une DB connectable et tout pour aller la mettre entre deux finalement pour pas tout chambouler et changer le logiciel existant, c'est quand même aussi assez facile. Tu vois, il y a des outils comme Neon, comme Supabase, même une DB Postgres qu'on peut déployer sur. Donc créer une base de données, tu vois, c'est pas si compliqué. Et je pense que ça, justement, beaucoup de gens vont se rendre compte qu'ils sont plus si captifs que ça et ça va peut-être aussi donner un mouvement de quitter ces vieux logiciels dinosaures et de passer vers des choses nouvelles, tu vois. Aujourd'hui, avant une migration de données, enfin, je l'ai vécu dans l'ERP, tu arrivais dans une entreprise, ils étaient sur un immense machin qui a été fait en Access. Donc Access, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de base de données qui appartient à Microsoft, qui était génial. Moi, c'était mes premiers trucs que j'avais fait en informatique quand j'étais encore à l'école de commerce. Je trouvais ça passionnant. Où tu crées plein de tables, tu fais des relations, tu peux faire des vues, tu peux faire des rapports. C'était l'ancien no-code, low-code, si on veut. Ouais. Et donc, tu as des boîtes qui ont des centaines de milliers de données là-dedans. Et du coup, tu vois, toi, tu arrives avec un logiciel moderne. Et si tu veux, ta structure de données, c'est plus la même. Et les migrations de données, ça coûtait une fortune. Parce qu'en fait, un développeur devait créer à la mano des scripts, donc des scripts de migration pour transformer la data. Encore une fois, tu vois, parfois dans le logiciel A, la donnée, il y a une base de données, il y a un logiciel, mais dans le logiciel A, la donnée, c'est un champ de type texte. Et dans la base de données de destination, c'est un champ de type numérique ou un champ de type date, n'importe quoi. Et du coup, tu peux pas juste injecter cette donnée comme ça. Donc en fait, tu devais retravailler toutes les données. Puis souvent, dans le logiciel A, c'était juste des champs remplis. Et puis dans le logiciel B, c'est une table qui est liée à d'autres sous-tables. Parce que c'est plus modulaire de le faire comme ça. Et donc c'était un boulot de fou. Ça coûtait le même prix que l'ERP de faire migrer les données. Et donc ça en freine plein à changer. Et aujourd'hui, cet aspect migration, moi j'ai bidouillé pas mal là, ces derniers jours avec Cursor pour faire ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu génères à la volée, tu transfères les données. Enfin, franchement, je m'imagine aujourd'hui, tu divises par 50 les coûts pour une migration, quoi. Ok, ouais, parce que, enfin, moi je me dis que c'est surtout que ces ERP, à l'ancienne, ils voulaient pas que tu migres les données en fait aussi. Non, C'est ouais, pour ça alors, que peut-être ils rendent le truc un peu bloqué, quoi. Oui. Non, alors, il y en a encore, mais ceux qui gardent cette stratégie, honnêtement, enfin là, ils devraient vraiment se remettre en question et revoir leur modèle. Parce que de nouveau, soit ils tirent encore quelques années de récurrence et après ils meurent, ou alors ils se modernisent un peu et ils se rendent compte qu'il faut s'ouvrir au monde. Si tu veux garder les données dans un logiciel captif, aujourd'hui, c'est plus du tout enfin, c'est plus un bon moyen de mettre des barrières à l'entrée pour la concurrence ou pour garder tes clients, hein, ça je veux dire. Ouais. Mais ça l'était déjà pas avant. Ouais, ça me fait penser, enfin c'est pas directement lié, ça me fait un peu penser, Anthony, justement, donc là par exemple tu fais des solutions assez full code, tu génères du code avec de l'IA, mais je veux dire par exemple quand on en parlait avec ce projet pour l'extraction de données, qu'est-ce que ça va être les briques d'IA et en fait où là ce n'est pas juste un algorithme purement que tu fais toi par exemple. Je sais pas si tu comprends un peu ma question à ce niveau-là. Ouais, où est-ce qu'il y a des briques d'IA dans ce projet, c'est ça que tu veux dire? Et où est-ce qu'il n'y en a Exactement. pas, à contrario? Ouais. C'est intéressant, on peut parler du deuxième, du coup, de l'aspect commission, parce que pour le coup, lui, il y a quelques switches qui sont intéressants de mentionner. Je vais essayer de pas trop rentrer dans la technique, mais quand même que les gens comprennent le projet. Donc, grosso modo, donc il y a plusieurs types de données, enfin plusieurs types de documents, pardon, mais il faut s'imaginer une chose, c'est que les documents sont toujours pareils. Ok, les décomptes de commission pour l'AXA sont toujours de la même manière. Les décomptes de commission pour la Baloise sont toujours de la même manière, etc., etc. Donc malgré que les données ne soient pas structurées, on a des modèles d'OCR actuellement, type Document Intelligence, avec un certain type de ce modèle-là qui permet d'avoir une extraction structurée derrière. C'est-à-dire que par exemple, un décompte de commission de la Baloise qui comporte un tableau, comme tous ces décomptes de commission, et que sur ce tableau, on a le numéro de police, le nom du courtier, la commission, ok ?
Bah, ces modèles sont assez intelligents actuellement pour ressortir de la donnée qui est directement structurée. Donc en fait, ce document, il est envoyé, par exemple, à ce modèle d'OCR de Microsoft. Et moi, en retour, ce que je reçois, ça va être un JSON, enfin bref, un format de données structuré que je vais pouvoir travailler avec. Ok. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'on va dire que peut-être il y a, pour vous donner un chiffre, il y a peut-être 20 décomptes différents de 20 compagnies d'assurance différentes. Ben, il y en a peut-être 12 que j'ai pu faire de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on cut en fait l'étape LLM derrière. Nous, on prend juste l'aspect OCR, je reçois de la donnée structurée, et après, c'est un script en Python pour chacun de ces compagnies d'assurance qui vient extraire la donnée de manière structurée. Ok. Ok, Et donc ça, là, on n'est pas sur l'IA. typiquement, alors on n'est pas sur de l'IA, il y a de l'IA dans le modèle très certainement d'OCR, de Document Intelligence, mais il n'y a pas de LLM derrière qui vienne retravailler cette donnée. C'est vraiment la donnée, elle est toujours structurée de la même manière. Et du coup, un script qui vient dire, OK, donc ce champ-là, ça va être le numéro de police, etc. Voilà. Et in fine, on a le résultat souhaité. Et c'est hyper intéressant de fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que tu enlèves pas mal de problématiques. Tu enlèves déjà, bon, même si c'est minime, des coûts de token, tu enlèves de la latence, vu que tu ne fais pas d'appel à un LLM derrière, et tu enlèves surtout l'aspect non déterministe du LLM qui, potentiellement, 3 fois sur 10, ne va pas t'extraire les mêmes données. Là, c'est sûr, c'est déterministe, c'est un script en Python qui va faire que. Et encore une fois, pour rejoindre à tout ce qu'on dit depuis le début, donc il y a quand même 12, tu vois, par exemple 12 scripts différents pour chaque modèle d'assurance. Si j'avais dû, moi, les coder à chaque fois selon le modèle qui m'est retourné, bah, ça m'aurait pris un temps fou, tu vois. Tandis qu'avec un logiciel comme Claude Code maintenant, qui peut, tu vois, lâcher des scripts comme ça à la volée, bah, le temps il est quand même sacrément réduit. Là, tu prends zéro risque. Ouais. Tu crées un script en Python qui va venir faire ça. J'ai un, j'ai un exemple exactement similaire, peut-être je peux citer justement quand je faisais Ouais, à mon fond. app là c'est le fameux cas où effectivement, en fait là on extrait dans la commande, on extrait les informations d'en-tête de la commande, donc qui c'est le client qui commande, la date, les numéros de commande, les délais de livraison, tout ça. Puis après on doit aller chercher les lignes. Et en fait les lignes on doit les matcher avec des articles dans le logiciel ERP. Et c'était intéressant parce qu'au début, je me disais, bon, ouais, ben, que l'IA détermine le code, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a 2500 codes dans la DB. Et Ouais. donc, du coup, lui passer à chaque fois, pour chaque numéro qui est potentiellement un numéro d'article, parce que si tu veux, le problème, c'est que dans la ligne de commande, il y a tout plein de numéros. Il y a des codes, il y a des numéros de plan, il y a des trucs, c'est assez spécial. Et il n'y a pas un code article qui est le champ code qui permet de retrouver le code. Donc Mhm. l'IA, elle, son job, c'est de déterminer pour chaque position les X numéros qui potentiellement peuvent être des numéros articles. Puis après, du coup, je me disais, bon, bah maintenant, comment je fais pour que dans un deuxième appel à l'IA, on lui passe toute la base de données et elle trouve le code. On oublie. Mhm. En fait, ce que j'ai fait, c'est tout simple. Il y a une stratégie en quatre temps. D'abord, on va faire une recherche toute simple, c'est un exact match, c'est-à-dire on va regarder dans la base de données si pour chaque code trouvé, on a la chaîne de caractères exacte la même. Dans ce cas-là, magnifique, score de 1, c'est tout bon, on a trouvé le match. Si ça ne fonctionne pas, on passe à la stratégie 2, c'est le normalized match. Et là, on va normaliser les chaînes, donc de nouveau, c'est du pur code. On va supprimer les espaces, les tirets, les slash, les points, etc. Et on refait cette comparaison. Et c'est ultra rapide en plus, tu vois. C'est beaucoup plus rapide et moins consommateur qu'un modèle d'IA. Si ça ne fonctionne toujours pas, on passe à la stratégie 3, où là, on va rechercher avec des wildcards. Donc, on va chercher le terme. Comme ça, si on trouve le terme à l'intérieur, puis là, le score, il commence à baisser. Et la 4, c'est ça que je trouvais intéressant. J'ai pas mal fait de recherche sur ces algos de fuzzy matching. Et là, du coup, je suis parti sur un truc, c'est ce qu'on appelle du trigramme. Il y a une extension Postgres où en fait, il va calculer un score de similarité. Tu vois, par exemple, dans chien et chat, à quel point ils sont similaires. En fait, il va prendre chaque fois trois caractères, donc genre C, H, I, H, I, E, etc. Puis il va comparer avec l'autre chaîne les trois caractères, puis ça donne le score. Et je trouve ça super intéressant. Et du coup, il y a zéro IA. Ça, c'est un algo qui. C'est du calcul, en fait, bêtement.
Sauf que le code, il va aller méga vite pour le faire, et puis soit ça trouve, soit ça trouve pas. Il n'y a pas matière à interprétation, je veux dire. Soit un code, il est juste, soit il est faux. Et de nouveau, l'humain, à la fin, il est là pour, si aucun de ces quatre techniques à trouver, c'est l'humain qui va dire. Et du coup, la prochaine fois, par contre, là, on utilise de l'IA. La prochaine fois, on va donner une information pour ce fournisseur qu'il y a eu des codes manuels qui ont été mis manuellement pour l'aider à, du coup, déjà que l'IA trouve mieux le code article potentiel et ainsi de suite. Mais c'est exactement ce que j'ai fait à la suite. Ouais. C'est exactement la même chose. D'une fois qu'on a de l'info, j'ai quasi mot pour mot la même descente. L'exact match avec le numéro de police obligatoire. On se prend pas la tête. Et après, tu as du fuzzy matching et toutes ces choses-là avec différents scores de pondération entre le numéro de police. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une difficulté, c'est que les documents qui sont ingérés pour déterminer le numéro de police sur le workflow qu'on a fait avant, une des deux associés a un peu la flemme, donc des fois elle met pas la police mais l'offre. Ouais. Du coup, le numéro n'est pas le même. Et du coup, je pouvais pas me baser que sur ce numéro-là. Donc, effectivement, il y a eu différentes pondérations avec le nom, etc. Mais grosso modo, c'est ça. C'est donc exact match. Sinon, on part sur du matching derrière. Et c'est assez intéressant. J'ai aussi fait pas mal de recherches. J'ai fait pas mal d'essais avec ça, même avec des petits modèles d'embedding. Finalement, l'embedding, c'est ça. C'est de la recherche par similarité, mais pas par caractère. Donc, c'est par similarité. Et il y avait une problématique qui était que, en fait, des mots, ils sont similaires. Tu vois, comment expliquer ça Ouais. Pour des numéros, en tout cas, le constat, c'est que pour des numéros, c'est pas une bonne idée d'utiliser de la similarité sémantique parce que finalement, ouais, exact. La proximité significative d'un bout de caractère ne représente pas du tout la proximité finalement entre deux numéros. C'est un peu complexe à expliquer, mais effectivement, c'est pas des trucs pour un modèle, quoi. En fait, j'avais des scores beaucoup trop élevés à chaque fois et du coup, j'avais beaucoup de faux positifs. Pour ceux qui parlent, un faux positif, ça veut dire que le résultat est bon selon le code, mais en fait qu'il est mauvais. Et du coup, voilà, quelque chose de tout simple, entre guillemets. Hein. Mais tu vois, quand même, il y a des essais-tests, il y a de la recherche. Enfin, c'est des trucs hyper connus, hein, mais in fine, il n'y a quasiment aucune brique d'IA, en tout cas pour tout ce qui a pu être extrait et déterminé de cette manière-là. Après, bien évidemment, tu as des décomptes super compliqués qui ne permettent pas de faire ça. Donc là, c'est plus simple. Tu envoies à LLM et il te retourne les informations. Ok, donc dans le code, c'est beaucoup plus facile. C'est un appel, c'est peut-être 12 lignes. Mais dans les faits, c'est quand même complexe. J'en avais fait un post LinkedIn, mais franchement, tu as une grosse étape de tester, améliorer, itérer qui est oubliée par beaucoup trop de monde. Et franchement, c'est tellement dur à passer de juste un proto qui fonctionne sur ta machine, de quelque chose qui doit fonctionner réellement chez le client et qui plus est doit fonctionner 9 fois sur 10. Je veux dire, lui, s'il y a 7 fois sur 10 où les informations qui sont retournées, elles ne sont pas justes, ça ne va pas aller. Et donc, en fait, j'ai fait, encore une fois, je générais avec l'autre code une petite interface, juste pour avoir la visualisation des données. On aurait pu le faire dans un terminal, mais c'est juste pour que ce soit plus joli. Et j'ai testé deux choses. La première chose, c'est que j'ai mis en concurrence. En concurrence, donc j'ai pris des polices d'assurance. J'ai fait le travail d'extraire moi-même les informations que je voulais sur 15 polices. Okay, et j'ai mis en concurrence. C'est pas le bon terme, ça m'énerve. Comment tu dis en compétition? J'ai mis en compétition, voilà, les données que j'ai extraites moi et les 15 extractions qui ont été faites par le LLM. Là, déjà, ça te donne un score et ça te permet d'améliorer le prompt. Première chose, premier truc que j'ai testé, si tu veux. Et tant que ça, c'est pas nickel et que ça passe pas 5 fois, 15 fois juste, il faut continuer à itérer parce que sinon, les résultats ne seront pas bons. Et la deuxième chose que j'ai testé, c'est sur 10 extractions sur la même police, combien de fois on a les bonnes données qui sont ressorties. Et tu vois, le premier test que j'ai effectué, j'avais uniquement 3 extractions qui étaient justes. Sur 10 extractions. Donc tu vois, c'est très vite fait de se dire, putain, ok, ça fonctionne, j'ai testé 2 fois, j'ai eu les bons résultats, c'est ok. Et sauf que là, j'ai dû tester en tout
je pense, 250 fois le batch de 10 pour avoir 10 fois les mêmes résultats sur la même police tout le temps. Et là, tu sais que ton prompt, il est plus ou moins juste, etc., etc. Donc voilà un peu pour la suite. Ça me semblait intéressant de mentionner ça. Ouais, moi c'est ce que je trouve passionnant en faisant mes POC aussi, c'est qu'en fait c'est énormément de réflexion parce que le modèle il va te donner aussi plein d'idées. Alors il y en a qui sont vachement bonnes, mais du coup il faut Mhm. rechercher. Bah, typiquement avec ces algos, il me proposait Levenstein ou Levenstein, Mhm. ça aussi c'est la distance entre Python des mots, Levenstein, ouais, etc. Ouais, par et donc exemple. en fait, t'as plein de trucs qui existent, des algos qui sont faits du code qui s'exécute très bien sur une machine comme ça très rapidement. Et c'est là, en fait, c'est de trouver l'efficacité, c'est de trouver la fiabilité. Et souvent, c'est pas dans ces étapes-là que le modèle de langue intervient. Donc l'IA. Exactement. Parce que tu peux pas laisser à l'IA. Et de nouveau, tu vois, je me disais, pour faire le même truc que j'ai fait avec mes 4 séquences de matching, alors du coup, après, je testais, est-ce qu'il faut les paralléliser ou pas pour que ce soit plus rapide? C'est rien, de toute façon, ça se fait en 2 secondes sur 2500 articles. Ouais, puis il y Donc, a tout. Ah, tu dis, bah ouais, mais des fois, enfin, le problème, c'est que un dépend de l'autre et qui, de toute façon, va pas s'actionner tant que l'autre n'a pas été ouais, vérifié. Et qu'en fait, t'as beau paralyser, mais t'auras un goulot d'étranglement quelque part. ouais. Ça Mais du aussi, coup, c'est tu des vois, je me choses disais, intéressantes, là. tu mets un truc agentique là-dessus, mais mon Dieu, la catastrophe écologique, quoi. Mais ça, ouais, Parce puis que du coup, tu même. vois, l'agent, il va recevoir les trucs, il va dire, ah, ça pourrait être un code, je vais tester. Il va tester, il va dire, ah, peut-être que le code, je Mais dois enlever catastrophique. les tirets. Et il va faire. Donc en fait, ça va être méga, pas du tout adapté. Non, non, catastrophique, catastrophique, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, du coup, intéressant, intéressant, j'en suis là. Qu'est-ce que maintenant il me reste à faire? Donc là, j'ai fait tout ça. Tu as aussi une étape qu'on pourrait rajouter. Maintenant, c'est la connexion au logiciel. En l'occurrence, là, on a travaillé avec une autre entreprise qui, eux, a développé, du coup, bah, en fait, on peut dire, ils ont développé sur Airtable leur logiciel de gestion. Pas quelque chose que j'affectionne personnellement beaucoup, mais en l'occurrence, ils ont fait un boulot assez cool et très fonctionnel. Je vais pas les citer parce que je sais pas si j'ai la permission, mais voilà. Du coup, on a travaillé en collaboration avec eux pour que eux créent finalement l'interface, le visu de tout ça, que l'entreprise en question puisse avoir le mot final sur l'extraction qu'on a fait, donc valider ou bien au contraire changer. Et pour se connecter à Airtable, c'est pas compliqué. Par contre, on a fait un dossier boîte aux lettres, hein, c'est ce qu'on fait beaucoup sur des petites boîtes comme ça, où en fait ils peuvent juste déposer leurs documents. Et d'une fois que ce document est dans ce dossier, on a une automatisation qui vient prendre ce document, l'analyser, faire tout ce qu'on vient de citer, et ensuite le classer au bon endroit, ou dans traiter, ou dans peu importe. Il faut s'imaginer ça vraiment comme un dossier boîte aux lettres, où eux, ils font juste expédier leurs documents là-dedans, et tout est traité ensuite automatique via la solution qu'on a mis en place. Et pour ça, il faut avoir, quand je me rappelle un peu nos débuts, c'était assez marrant, il faut avoir une connexion du coup, soit avec un OneDrive, soit avec un Google Workspace. Et ça peut être pénible. Donc du coup, on a développé une petite solution qu'on réutilise, mais tout simplement qui nous permet de faire la connexion en haute. On va pas rentrer dans les détails non plus, mais grosso modo, on envoie juste un lien à ce client-là, lui il valide la connexion. Ensuite, l'application qu'on a créée exprès pour ça aura les capacités de venir piocher dans ce dossier et ensuite de faire tout le reste du scénario. Donc voilà, mine de rien, expliquer très simplement, la solution a l'air simple. On extrait les commissions des documents PDF pour la boîte et on les renvoie en quelque part. Dans les faits, il y a quand même une certaine complexité, surtout, en fait, c'est surtout ça le maître mot pour avoir quelque chose de solide. Si tu veux un truc qui fonctionne une fois sur 10, ça va pas être compliqué. Je pense que tu passes 10 fois moins de temps que ce que j'ai passé. Si tu veux que ça fonctionne tout le temps, c'est beaucoup plus complexe. Et on a aussi, je ne peux pas terminer sans mentionner ça, l'aspect monitoring qu'on a dû mettre en place aussi. Donc que tous les logs remontent sur Grafana, pour ceux qui connaissent, c'est juste une solution qui te permet de visualiser tout ce qui se passe. Donc le nombre de documents qui ont été extraits, le nombre d'erreurs, les logs, comment ça s'est passé, avoir des alertes aussi, etc., etc. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai C'est un peu tunnalisé. la partie là que je voulais et en fait je vous laissais parler les deux parce que au bout de la troisième phrase j'ai été un peu perdu. Mais, mais hyper intéressant, j'ai compris un mot sur 12 mais il y a pas mal de choses dans l'ensemble
que j'ai pas mal aimé. Euh, Est-ce que je me trompe en fait, et je trouvais pas mal intéressant le passage où tu disais de ce travail de réitération en fait avec Mhm. le LLM quand il y a ce travail d'IA derrière. Est-ce que vous êtes déjà passé dans une boîte où il y avait déjà eu des projets IA implémentés? Moi, pas. Je crois pas, hein. Non. Jamais, vous avez toujours été les premiers dessus un peu, hein. Ouais. Mais après, effectivement, bah, c'est rigolo. J'étais avec une entreprise avant, une assez grosse entreprise, puis ils me demandaient, ils me disaient où en sont les gens dans les projets. Puis j'ai dit, ben, à nulle part, les gens ils commencent avec les projets. Euh, le fameux 70% d'adoption IA de Microsoft, c'est une vue de l'esprit où. Bien sûr. Mais je sais pas si tu voulais en venir au fait que peut-être qu'il y a des choses qui avaient été mal faites en amont et que nous, on aurait repris. C'est ça que tu voulais dire? Non, j'avais d'abord juste ouais, c'était un peu ça. Mais surtout s'il y avait eu des projets IA où des gens sont tombés sur des gens qui leur ont voulu des projets IA et vous, en allant derrière, vous avez remarqué que justement ce travail-là n'a pas été forcément fait comme il faut ou justement avec cette histoire de prompt ou avec les briques d'IA intégrées à l'intérieur. Et je dirais Mais que si un job est fait maintenant et que du coup on repasserait dans 3 mois, ça pourrait être critiquable. Maintenant, ça avance à une telle vitesse que s'il y a un job qui a été fait il y a 1 an et demi, 2 ans, enfin bref, il y a 1 an et demi plutôt que deux Pas ans, jugé. tu peux pas juger honnêtement, à part si tu vois l'entreprise a une maintenance à 1500 balles par mois et que du coup chaque mois l'entreprise en question renouvelle avec les nouvelles techno. Sinon honnêtement c'est dur de juger, ça avance à une telle vitesse que c'est dur d'être hyper à jour. Par contre, là où je te rejoins, c'est l'aspect monitoring, etc. Et qu'il faut qu'il soit en place et qui va te permettre d'avoir ta solution à jour tout le temps. Ouais, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur cette partie et qu'on en parle un peu plus, dans le sens où, bah voilà, justement, l'IA, ça ne cesse d'avancer. Et toi-même, tu parlais d'essayer de sortir de ce bruit pour voir ce qui fonctionne pour les boîtes. Et en fait, justement, quand tu installes cette solution, de pas te retrouver dans 3 mois avec tout qui pète et qu'il n'y ait plus rien qui tienne. Mhm. Comment justement se passe un peu cette phase-là? Tu dis quoi de déterminer si une solution est viable pour une entreprise ou pas à travers tout ce qu'il y a là? Ouais, Bah, c'est d'être grosso modo en retard sur LinkedIn à chaque fois, hein. Si je devais résumer, c'est que ça, hein. ouais, c'est ce que Parce je que, me dis un peu. bah ouais, mais en fait, t'as pas le choix. Enfin, tu vois, on a encore la preuve. Je disais à Yann ça hier avec les MCP. Alors, tout le monde a sauté dessus, tout le monde a intégré ça. Bon, ça posait énormément de problèmes pour plein de raisons. Bon, nous, on l'a pas fait, malgré que c'est hyper intéressant et que je continue à me dire qu'il y aura des véritables utilités sur plein de choses. Mais là, Anthropic te sort un article, grosso modo, comme quoi bah, la techno, finalement, ça bouffe énormément de contexte au LLM, ça prend énormément. Enfin, tu vois, ça rajoute genre 100 000 tokens pour un MCP qui a par exemple 50 outils. Peut-être que c'est faux, mais grosso modo, c'est ça qu'ils ont dit. C'est Je quoi un rappelle que MCP? Juste pour. c'est modèle contexte protocole, c'est grosso modo l'image que tout le monde aime dire, c'est l'USB-C des API. Donc avant, tu avais 10 000 API qui étaient configurées d'une manière différente. Là, tu mets un bloc avec au milieu de toutes ces API et le LLM interroge ce bloc et envoie toujours les données de la même manière, si tu veux, grosso modo, pour que tout le Ok. monde comprenne. C'est assez simple, ça simplifie en fait l'interaction du LLM avec les logiciels annexes distants. Parce qu'il tape direct dans l'API, il tape sur ce MCP. Et bah, c'est un peu la solution à pas mal de choses. Mais du coup, maintenant, ils reviennent en arrière. MCP, ça a été créé par Anthropic, hein. Donc eux-mêmes, ils ont la présence d'esprit de se dire, peut-être pas ça la bonne solution. Et ça a été créé, c'était quoi, en septembre-octobre? Quelque chose comme ça. Donc en fait, ouais, t'es là. Enfin, voilà. Ouais, donc du coup, Ça, si c'est quelque chose que tu as intégré, tu dois tout refaire le boulot, en tout cas une grosse partie, quoi. non, alors, je sais pas si tu dois refaire actuellement, mais c'est juste. En tout cas, pour les boîtes, moi, c'est ça que je dis, et c'est pour ça que je suis chiant tout le temps. Tu peux pas sauter sur chaque nouvelle techno et les intégrer sur une entreprise. Franchement, c'est impossible. Si tu fais ça, t'es foutu. Mhm. Mais est-ce que c'est pas justement une vision que les boîtes ont avec l'IA en général, justement? De se dire c'est une nouvelle techno. Nous, on voit les nouvelles technos, dont l'IA, comme des nouvelles technos et on se dit ok, c'est pas sûr.
mais encore beaucoup justement se disent bah, l'IA elle-même, c'est une nouvelle techno, donc c'est pas sûr. Est-ce que c'est un Bien sûr. frein que vous avez vu? Parce que, ok, il y Bien a sûr. l'adoption, parce que bah, il y a des choses qui prennent le temps, etc. Mais est-ce que beaucoup justement considèrent encore que c'est juste une nouvelle techno et qu'il faut encore beaucoup de temps pour que on ait quelque chose d'assez solide? Clairement, je veux dire, aujourd'hui, il y a une grosse méconnaissance de ce que c'est cette technologie, de ce qu'on peut faire avec déjà. Et effectivement, il y a des gens qui disent, moi j'attends que mes concurrents y fassent, et puis je leur laisse se casser la gueule avec des POC et des projets. Et je pense que en fait, là où ce sera double tranchant, mais je pense que les gens qui vont être des pionniers là-dedans vont être ceux qui vont survivre d'une manière ou d'une autre. Parce que, en fait, ça montre juste qu'ils ont une culture du Ouais. changement, une culture de l'adoption. Et je pense que plus les choses vont aller, plus on va en avoir besoin, en fait. Bah, je dis toujours l'exemple, l'employé, il aura un nouveau métier tous les matins. Mais du coup, l'entreprise, en tant que telle, je pense qu'on va perdre un peu ce côté, tu sais, legacy, ouais, il y a 70 ans d'historique et tout. Notre plus-value, c'est notre connaissance, nos process et tout. Je pense que ça va complètement changer. De nouveau, j'ai le droit de me tromper. Probablement même que je me trompe sur un bon bout, mais j'aime bien faire cette théorie-là. Et du coup, je pense que finalement, c'est pas comme les autres technologies, c'est que ceux qui sont pionniers aujourd'hui, c'est vraiment des gens qui, en termes de façon d'apprendre les choses et de culture d'entreprise, seront mieux positionnés à l'avenir que ceux qui disent moi j'attends et puis je prends le wagon tout au bout. Moi, je Ouais. suis d'accord. Il faut juste qu'ils acceptent, du coup, ce qu'on disait aussi, cette phase exploratoire qui est de toute Ouais. façon là dans chaque projet, vu que l'IA enfin, c'est quelque chose d'hyper nouveau, enfin, l'IA telle qu'on la connaît actuellement. Donc, cette phase exploratoire doit être mentionnée déjà par nous sur des projets qui sont en phase exploratoire et surtout acceptée par le client. Mhm. Moi, le dernier point que je voulais voir pour cet épisode, c'est du coup la suite. Euh, quand quand ces projets sont implémentés justement au sein des boîtes. Je sais qu'une fois on en avait parlé Anthony et tu me disais que souvent le problème c'est pas la techno qui est posée mais c'est les personnes qui l'utilisent, que des fois je Mhm. suis en phase de test et puis ils font un peu n'importe quoi. Donc, comment se passe un peu si on reprend ce projet-là? Je sais pas à quel point ça s'est très bien passé pour la suite ou si tu veux peut-être basculer sur d'autres projets, mais peut-être parce qu'il est pas forcément, ça va pas forcément expliquer la problématique ou la chose, mais comment en fait se passe un peu la suite quand tu leur as donné le projet en leur disant bon voilà ça fonctionne comme ça, il y a ça qui est là. Euh, Comment je veux dire en fait quel est le problème avec les gens un peu après ça, après cette phase d'implémentation? Bah, en fait, c'est pas vraiment une problématique, mais je dirais que ça déroge pas à la règle, que dès que de toute façon tu mets ton truc en production, t'as beau avoir essayé d'imaginer toutes les ce qui est possible et inimaginable, en fait, le client il te surprend toujours, tu vois. T'as- Alors, pour l'IA, c'est vrai, toi, je sais de quoi tu parles, et en fait, c'est dès que tu permets. Là, pour ce projet, c'est un peu différent parce que c'est très cadré, c'est des Mhm, documents. En fait, si tu veux, l'input, ça veut dire ce que je reçois au niveau du code, il est globalement maîtrisé. À part Hmm. s'il commence à envoyer j'ai pas d'idée en tête, mais autre chose que des fichiers PDF, Excel, etc. Là, voilà, mais encore une fois, c'est maîtrisé via la gestion d'erreurs. Ce que je voulais dire avant de me perdre, c'est que c'est quand tu permets à un client de chatter, typiquement, enfin tu vois, d'avoir que l'input, ce soit lui qui le donne au LLM. Typiquement, comme quand toi tu discutes avec ChatGPT. Typiquement, si tu fais un système agentique où la personne peut poser des questions, etc. Par exemple, ce que tu as fait toi, Yann, en phase de test pour la facturation. Bon, bah là, je pense que tu vas être surpris quand tu mets ça en production de te dire, mais pourquoi sur un truc où on permet de créer des factures, le client essaye de demander une recette de tarte à la fraise, tu vois. Et en fait, Hmm. c'est toujours ça. Alors, comment tu le. Enfin, moi, pour moi, ça fait partie du jeu. C'est de toute façon quelque chose qui est connu et très connu. De toute façon, enfin, je veux dire, notre solution, elle fonctionne pas tant qu'elle n'a pas été en phase de test, qu'on n'a pas corrigé les bugs, parce que des bugs, il y en aura. Donc ça à prendre en considération. Et puis comment on fait on fait avec et on travaille jusqu'à ce que ça fonctionne. Enfin, je n'ai pas, j'ai pas une réponse hyper précise à te donner. Hein, non Après, parce ouais, que après, je pense ce qu'il faut se rendre compte aussi d'une chose pour la suite, c'est que on entre dans une ère où le digital, c'est never ending story. Ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire Mhm. que
En fait, de nouveau, le jour où l'entreprise se réinvente tous les mois, Mhm. les process digitaux suivent. Et je pense qu'en fait, on va juste shifter la main-d'œuvre qui aujourd'hui exécute des process comme il les exécutait déjà il y a 5 ans, à construire et à être aussi participant de ce développement de solutions qui devront être faits quasiment tous les jours. Et ça, c'est juste un truc qu'il faut être conscient. Hein. C'est qu'une fois que tu commences à... Mais c'est exactement la même chose dans le digital, dans le monde de l'ERP. Mais Oui, quand c'est tu ça. commences à investir dans l'IA, c'est pas tu achètes un projet, tu le fais, puis tu es bon pour des 10 ans. Non. Euh, les choses vont évoluer au fur et à mesure. Et, ouais. Mais justement, Après, tu c'est penses intéressant. Vas-y, vas-y. Oui, Vas-y. Non, Ben, non, j'allais. moi, c'est une question par la suite. Vas-y seulement. Non, j'allais dire c'est intéressant, Yann, parce qu'il faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus. Parce que moi, j'ai encore du mal à voir, genre les 35, parce qu'ils ont quand même beaucoup, ils ont quand même encore 30 piges de boulot. Les 35 jusqu'à les gens qui vont être à la retraite, 65, se mettre à créer des solutions, tu vois, actuellement et dans les 5-10 prochaines années, tu vois. Moi, franchement, ouais, je ouais. vois pas Mais comment ils ça, vont faire. bah, de nouveau, on n'est pas futurologue, on n'est pas dans la prospective. Je dirais que ce trade-off-là, il va être entre la puissance et la violence de l'inertie et du frein au changement des gens, et finalement ce qui peut bien être découvert au niveau de la tech. Je crois qu'on en a déjà parlé. Moi, je pense que finalement, la capacité d'adaptation de l'humain, quand il va vraiment être un peu poussé dans ses retranchements et hors de sa zone de confort, elle va être plus forte que ce qu'on peut bien imaginer. Encore une fois, aujourd'hui, on vit dans un pays qui économiquement a beaucoup de chance, qui a, alors je veux dire, voilà, on a bien tiré notre épingle du jeu dans les 200 dernières années, Mhm. mais on est dans un pays qui est un peu aseptisé, qui est dans un cocon. Mais moi, quand maintenant je discute avec des gens sur le plan international qui sont dans l'industrie, ben là, ils ont le pied au cul. Et je peux dire que c'est pas facile. Et du coup, quand tout d'un coup, ton produit, ton marché numéro un, c'est les US, et que ton produit, il coûte 40% plus cher là-bas, et que du coup, tu as des concurrents américains qui, bah forcément, hein, ils vont mettre tout ça en avant sur le prix, toi, tu dois trouver des solutions. Et là, tu t'adaptes très vite. Mhm. Et tu verras, ça peut aller dans les deux sens. Hein. Ça peut aller, ok, en fait, tout comme les réseaux sociaux, Internet, ça va prendre 10, 15, 20 ans. On verra pas changer ça avant 2 générations. Comme ça peut aller que tout d'un coup, bah, on se réveille le matin et puis on est abasourdi par le nouveau paradigme, quoi. Ouais. Mhm. Bah T'as, moi, en fait, T'as cette impression où justement il va y avoir ce glissement, en fait on va pas vraiment le sentir, mais il y aura ce glissement naturel un peu des gens dans cette tranche qui vont faire cette transition et les autres qui vont pas la faire du tout. bah non, pour Yann, enfin, ça sera obligatoire de la faire. Mais moi, je rejoins, c'est ça. Hein, le seul truc que je me pose comme question, c'est qu'en fait, finalement, on reste des prestataires de services. Et donc, donc voilà, on rend un service comme tous les services existants. Et en fait, j'ai du mal à m'imaginer que ça, à contrario d'un autre service, les gens vont s'y mettre. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas le temps. Et donc, automatiquement, ça va rester un service, même s'il est simplifié. Enfin, tu vois, actuellement, tout le monde peut faire sa compta quasiment lui-même avec les logiciels existants. Enfin, c'est quasiment pas mal automatisé. Bah, les comptables existent encore parce que les gens n'ont pas le temps et puis voilà, ils n'ont pas que ça à foutre, ils n'ont pas envie. Donc je me dis, est-ce que finalement, tu vois, les Ouais, gens vont mais, faire ce shift ou ils vont juste se dire, bon, je paierai des gens parce que de toute façon, j'ai pas le temps et j'ai pas envie de m'y mettre. ouais, mais si tu veux, bah, demain, à mon avis, les comptables, ça devrait être des gens qui favorisent cette transformation parce que je pense qu'ils auront, encore une fois, je veux pas m'avancer trop, je pense que les gens qui ont une très forte valeur ajoutée sur le conseil, sur la fiscalité, sur ces choses-là, probablement ils vont rester, mais une grande partie de cette population va être remplacée par des outils. Oh, mais ça, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis Et donc d'accord. ces jobs-là, tu vois, mais tout comme plein d'autres jobs, hein, finalement. Donc ces gens-là, il faudra bien qu'ils fassent quelque chose. Et je pense que dans les entreprises, justement, ça sera des gens qui manageront des agents IA, ce sera des gens qui... bon, ils auront tous leur petite équipe de dev, mais de nouveau, ils auront besoin d'experts comme nous, j'espère que ce sera toujours dans ce domaine à ce moment-là, ils auront besoin d'experts pour, de nouveau, prendre les longueurs d'avance. Mais par Mhm. contre, ils feront,
Tu vois? Ouais. Enfin bref. Ça peut Là, être gênant. on est peut-être un peu too much dans le futur, mais En tout cas, internaliser cette compétence, moi, quand même, ça, j'y crois. Je crois beaucoup. Ça va être quand même sacrément clé pour toutes les entreprises. Après, il faudra voir comment ils prennent le pli. Mais... hmm, Mm. Bon, écoutez, je trouve qu'on a fait pas mal le tour. ouais. On a fini ce projet, on l'a rendu au client, tout s'est bien passé. De toute façon, comme à chaque fin d'épisode, hein, on revient sur marche-toi élève. Hein, au final, c'est vrai pour les entreprises et c'est vrai Marche-toi et pour les lève, gens. lève-toi et marche Ah plutôt. ouais, C'est mieux dans ce sens-là. lève-toi et marche. Voilà, exactement. Et puis, bah oui, je pense qu'on a à peu près tout. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, à 19h30, pour un nouvel épisode sur la chaîne de Move AI. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre la petite cloche, c'est très important. Et je vous souhaite une très belle soirée. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye.